Bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs pour ceux qui nous suivent la nuit. C'est votre émission Juriste en parle sur Yokason TV, votre chaîne, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais. Soyez branchés et vous ne serez pas déçus sur Yokason avec cette grande émission pour vous et pour le peuple tout entier dans ce pays qui est la République démocratique du Congo qui s'intéresse à la politique. Aujourd'hui, les juristes en parlent. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un juriste aguerri sur ce plateau pour nous élucider sur toutes les questions de droit et toutes les questions qui se passent, qui se disent dans notre pays. Comment est-ce que les juristes peuvent penser sur la question? Bonjour, Monsieur Mukendi Jean. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez le bienvenu sur Yokason TV. Merci. Oui, aujourd'hui, nous sommes avec M. Mukendi, c'est un juriste pénaliste, très aguerri pour nous exprimer certaines questions. Nous allons parler de deux questions. La première question sur la question du grand marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Qu'est-ce qui se passe à Zando? Comment est-ce que les juristes pensent sur la question de Zando? Et comment est-ce que les juristes réfléchissent? Et quels sont les points de vue qu'ils peuvent aussi donner pour que Zando, notre marché central, soit effectivement dans son état que le peuple congolais attend. Monsieur le juriste, monsieur Jean Mukendi, aujourd'hui nous sommes sur Yokason. On parle de la vente des grands marchés de Kinshasa et on parlait que monsieur Kimbuta a vendu ce marché. Et aujourd'hui, nous avons tous suivi les chefs de l'État au plus haut sommet du pays. Le président de la République demande à ce monsieur Hassan qu'il doit chercher un endroit ailleurs. Et nous avons compris que réellement la question qui était pendante aux lèvres de Congolais était réelle. Comment les juristes pensent-ils sur la question du grand marché central? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous posez une question qui est pertinente, je dois l'avouer, parce que vous citez des personnalités importantes, vous parlez du chef de l'État, vous parlez du gouverneur qui n'est plus là, le gouverneur Kimbuta, il y a un autre gouverneur en place, vous parlez d'un certain Hassan, voilà. Ça veut dire que vous parlez d'une transaction, voilà. Un marché, un commerce qui a eu lieu à un moment précis, mais il faut d'abord situer l'objet. Quel a été l'objet de la transaction? J'ai cru comprendre que vous parlez du Zando, donc le grand marché. Voilà. Le grand marché qui est dans la commune de la Gombe. De la Gombe, voilà, justement. Oui, je dois d'abord avouer que je n'ai pas les statuts, parce que ce marché-là est couvert par un statut, le statut qui le crée, voilà, qui l'organise. Voilà. Le statut est censé avoir les organes qui posent les responsables, qui peuvent gérer ce marché-là. Okay. Je comprends que le marché appartient à la ville de Kinshasa, parce que vous avez parlé du gouverneur. Moi, je pensais qu'il appartenait au gouvernement central, parce que c'est un grand marché, mais je peux comprendre que le gouvernement peut l'avoir cédé, pas avoir cédé la gestion à la ville de Kinshasa. Bon, si c'est la ville de Kinshasa qui gère le marché, le gouverneur a des compétences qui sont précisées par la loi. Il a des compétences qui sont limitées. S'il a fait une transaction, il faut lire. Mais je dois avouer que je ne l'ai pas lu. Vendre le marché, c'est un acte de disposition. Il a cédé un bien de la ville. Il a cédé un bien qui appartient, qui est dans le patrimoine de la ville, à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il s'agit d'une gestion qu'il a confiée à M. Hassan, ou il lui a accordé l'exclusivité d'occuper l'espace-là et d'en faire sa propriété privée? Là, il y a une interrogation. Ce qui fait que, pour très bien répondre à votre question, les statuts pouvaient nous départager pour qu'on sache s'il y a eu abus de pouvoir ou pas. Est-ce que le gouverneur est allé au-delà de son pouvoir? Mais moi, je pense que le gouverneur peut avoir confié la gestion à M. Hassan. Si c'est le cas, c'est correct.
Mais est-ce que le marché répond encore aux critères d'un marché moderne? Ça, c'est une autre question. Voilà. À le voir tel qu'il est là, le marché central, à mon humble avis, je peux vous dire que cet endroit-là ne répond plus aux critères d'un marché. Parce que, mais attention, maître, nous avons suivi la population. ouais. Nous sommes dans un régime où tout le monde crie à l'état de droit, le peuple Ouais. d'abord. Le peuple a crié haut et fort ces jours-là. Ils ont dit, nous refusons. Nous voulons qu'on ouvre Zando parce que nous vivons que de ça. Ces mamans-là ne vivent que de ça. Et je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons dire à ces femmes-là, à ces mamans-là, qui pensent que fermer Zando aujourd'hui, c'est tout un blocage pour un régime familial où tout le monde attend le revenu de ces marchés. Oui, il faut comprendre une chose, monsieur le journaliste. La population, c'est vrai, elle a droit à la vie. Il y a des gens qui ne vivent que du commerce. Ça, c'est un fait. Mais il faut que le commerce soit organisé et qu'il soit fait dans un lieu viable. Je ne dis pas que tout au marché est mauvais. Je ne dis pas ça. Mais si nous regardons globalement la manière dont ce marché fonctionne, je me pose la question si on ne peut pas le moderniser un peu. Est-ce que c'est ça l'idée que l'ancien gouverneur avait en vendant ou bien en cédant ce marché? Parce que le mot vendre, je me réserve un peu de l'utiliser, en le cédant à un homme d'affaires qui peut-être avait le moyen de le mettre dans une situation plus ou moins viable. Le grand marché, on ne sait pas quelle est la population qui fréquente ces marchés-là. Ça, c'est un fait. C'est vrai, beaucoup de familles vivent derrière ce marché. Les gens qui habitent Massina, qui habitent Kimaseke, qui habitent Ndjili, qui habitent toutes les communes. Dire qu'il n'y a que là où on peut vendre, je pense quelque part, on tape à côté. Le chef de l'État a raison de dire que M. Hassan doit aller ailleurs. C'est vrai parce qu'à cet endroit, beaucoup de familles vivent. Mais le chef de l'État sait aussi que pour que les gens vivent de manière saine, ils doivent fréquenter des endroits sains. Je pense que dans son programme, il ne veut pas que le marché reste fonctionner dans cet état-là. Je ne sais pas si ce marché a des toilettes. Il y a plusieurs années que je ne suis pas passé par là, mais les gens qui y vont nous disent qu'il n'y a pas de toilettes dignes de toilettes. Et quand vous passez sur ces marchés, nous qui avons grandi à Kinshasa, nous ne savons plus si l'avenue Rwakading existe encore, l'avenue Kato. Donc ce sont des choses... Nous avons même vu des mamans qui sortent de là, qui lavent le pied. Voilà. Quand vous allez à Zand, il faut préparer de l'argent. De l'argent pour payer les gens. Et les gens qui habitent sur des avenues comme Louvre-Kato, je ne sais pas à quelle heure leurs enfants revoient les cours. Vraiment. Parce que ce sont des endroits où les vendeurs étalent maintenant des marchandises. Donc vous n'avez plus ces avenues-là. Si vous avez un véhicule, vous ne pouvez plus passer. Moi, je pense que l'idée est bonne de demander que celui qui avait pris soit la gestion, soit la propriété du marché aille ailleurs, c'est une bonne idée, mais qu'on observe un temps de modernisation. Il faut qu'on sache que ceux qui habitent sur des avenues sont réellement sur des avenues où ils peuvent être atteints facilement. Les avenues qui sont très proches de ces marchés sont maintenant confondues au marché lui-même. J'ai même vu des gens aller avec des tickets et remettre aux gens qui sont sur des avenues. Alors, ces marchés-là, quel est son espace? Donc, la configuration a totalement changé. Il va même jusque sur Kassai. Si vous prenez Rwakadingi, vous trouvez des gens qui vendent du bois, des mamans qui vendent des wax. Il faut qu'on redéfinisse l'espace de ce marché et qu'on revoie un peu aussi son statut. Parce que je ne sais pas si la ville a réellement les capacités de gérer ce marché-là, compte tenu du nombre de gens qui y vendent. Est-ce que ces gens qui vendent au marché, ils sont les locataires de la ville de Kinshasa, ils sont les abonnés de la ville de Kinshasa, ils ont quel statut? Tout ça, on doit redéfinir. C'est là où moi, je pense que réfléchir sur le nouveau statut de ces marchés vaut la peine. Si nous tenons compte de l'augmentation de la population
la démographie actuelle, est-ce que marché Zando dans son ancienne configuration, est-ce qu'on peut encore dire que le marché central de Kinshasa peut encore recevoir cette démographie qui est vraiment très grandissante aujourd'hui? Là, je peux vous dire sans embâche que ce marché, il est dépassé. Le marché, il est dépassé parce que on n'est pas tenu de n'avoir qu'un seul marché dans la ville de Kinshasa. Ça, je ne sais pas si nos autorités le comprennent. Ce marché, soit il peut éclater en plusieurs marchés, soit il peut rester avec un nombre très restreint, tel qu'il l'avait il y a 25 ans, et puis les autres vont. Parce qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, qui habitent Maluku, qui vendent au grand marché. Mais ces gens-là seraient à l'aise si on met un marché central au niveau d'un scellé. Ils peuvent, au lieu d'aller très loin à Maluku, vendre en scellé. On peut prendre les gens qui vont vers sur la route de Matadi là-bas. On trouve un espace, on fait des bâtiments destinés aux ventes au public, mais modernes, avec la capacité de contrôler les vendeurs et les acheteurs. Parce que dans le marché que nous avons maintenant, je dois vous le dire, ce n'est pas un secret. Quand on y entre, on a toujours l'impression qu'il y a un voleur qui guette quelque part. Et très souvent, lorsqu'on réclame un bien, on ne sait pas, la police qui est là, est-ce qu'elle est mise là-bas pour la sécurité des gens qui vont marcher ou pour les Libanais qui vendent tout autour. Parce que nous avons vu des cas où quelqu'un se voit extorquer des biens, il crie à la police, mais les policiers vous disent que non, ils sont là et ils sont commis au Libanais, soit la sécurité de tel. Donc, alors, on se pose, est-ce que ce marché-là a encore un service de police qui peut mettre les gens en sécurité? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut définir. Mais moi, je pense que ce marché peut prendre un caractère trop restreint en termes de population qui le fréquente et on ouvre d'autres marchés ailleurs. C'est vrai qu'il va se poser un nombre d'espace parce que à Kinshasa, on a construit presque partout. Mais ça, c'est pour moi l'indiscipline de nos politiciens. Mais le pouvoir a les moyens d'exproprier, effectivement, comme vous avez dit, dans l'intérêt public pour établir les marchés. Parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui habite Selembao d'aller acheter en Sélé. C'est vrai, il peut aller. Mais si on met un marché à Bumbu, il peut aller facilement à Bumbu. Il n'est pas dit qu'on doit avoir nécessairement un seul marché. Certains ont donné les idées qu'on peut utiliser les installations de la FIKIN. Il faut savoir maintenant la FIKIN a quel statut. Donc le problème qui se pose, c'est le problème des statuts de chaque lieu, de chaque propriété. Tout à fait. Pour savoir c'est du domaine public ou du domaine privé. Ou comment est-ce quelle est l'autorité compétente pour poser un acte de disposition tel que celui-là. Est-ce qu'il a eu l'accord de l'Assemblée provinciale? Tout ça, c'est des questions. Mais si c'est là, sur le plan de la procédure, le marché a été bien fait, il est question maintenant de convaincre M. Hassan. L'État a tous ces moyens-là, de le convaincre soit par un autre contrat, soit pour des raisons d'État, et l'exproprier pour faire un marché moderne et voir qui peut vendre là-bas. Parce que dans ce marché-là, c'est vrai, on peut avoir 10 000 personnes qui étalent les marchandises, mais on peut avoir aussi 10 000 autres personnes qui ne sont même pas connues par l'administration du marché, mais qui vendent aussi. L'argent de l'État. Voilà. Donc on a cédé un espace à M. X. M. X cède la moitié de son espace à M. Y. Donc l'État perçoit pour un espace précis la moitié de ce que cet espace produit. Vraiment. Donc il faut tout ça, c'est un problème de gestion, un problème d'être effectif sur le terrain. Merci, monsieur Jean Mukendi, parce qu'ici, nous sommes vraiment édifiés dans votre émission Le Juriste en parle. Et comprenez que nous sommes devant un juriste aguerri, un pénaliste congolais, qui nous édifie à travers des réponses pertinentes pour vous, le peuple congolais. Vous nous avez posé ces questions de savoir est-ce que le marché des Zando a été vendu. Aujourd'hui, nous avons la réponse. On ne peut pas vendre un marché. Vous avez vous-même senti
comment est-ce que M. Jean Mukendi était très mal à l'aise de parler de la vente, étant donné qu'il y a le statut juridique qui doit définir les contrats et la compétence de ceux qui peuvent agir sur la question. Merci maître. Nous passons sur notre deuxième question. Vous soyez branchés sur Yokason TV, vous ne serez pas dessus. Votre émission, les juristes en parlent. On a interpellé M. Caleb Moutonde. M. Caleb Moutonde a été interpellé par la justice à travers le procureur général de Kinshasa Gombe. Et à 2 reprises, il ne s'est pas présenté. La 3e fois, nous avons une lettre où le procureur demande à quiconque qu'il verra M. Caleb Moutonde, l'ancien directeur général de renseignement, l'ancien administrateur plutôt de renseignement, de venir se présenter parce qu'il y a eu une plainte contre lui. Comment est-ce que vous analysez la question? Il a fui, il s'est caché ou il s'est retiré de la justice? Il y a même des propos que nous avons entendus parler qu'il va se présenter rien que devant le chef de l'État. Je ne sais pas, il est au-dessus de la loi. Monsieur Jean Mukendi, qu'est-ce que vous dites? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, il y a un principe constitutionnel, je crois que c'est l'article 19, si je ne me trompe pas, de la Constitution, qui pose le principe de l'égalité de tous les Congolais devant la loi. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et il y a un autre article, 20-21, qui pose le principe que nul ne peut être soustrait ou distrait du juge que la loi lui assigne. Ça veut dire que le chef de l'État ici, il n'est pas juge judiciaire. Il est magistrat suprême. Lorsque le monsieur dont vous citez le nom, M. Caleb, reçoit un mandat de justice, il est loisible pour lui de se présenter. S'il a des griefs, comme je crois entendre, vous avez dit qu'il a dit qu'il va se présenter seulement devant. Il a le loisir de le dire devant le magistrat. Parce que la loi dit même qu'à toute procédure, tout Congolais a le droit d'être assisté de son avocat. Donc, refuser d'aller, c'est une faute. Il a le droit de se présenter, c'est même un devoir civique de se présenter et de signifier au magistrat que pour telle raison, soit je ne réponds pas à vos questions, soit je ne reviens plus. Parce que, comme je vous ai dit là, il donne les raisons. Mais je me rappelle que l'article 71, si je ne me trompe pas, du Code d'organisation des procédures de compétences judiciaires, pose quelques cas dans lesquels un magistrat peut se voir retirer l'instruction d'une affaire qu'il a. Nous allons revenir, M. Jean. D'abord, vous avez parlé d'une faute. Ne pas se présenter est une faute. Oui. Alors, qu'est-ce que le procureur va retenir? C'est quelle faute sur le plan de droit? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est un refus. Un refus de comparaître. Ouais. Et ça se règle souvent par des amendes, mais très souvent c'est laissé à l'appréciation du magistrat. C'est-à-dire lorsqu'il vous a appelé, vous n'êtes pas venu, il lance un mandat d'amener. Quand vous êtes devant lui, donc vous êtes venu parce qu'on vous a contraint. À ce moment-là, il peut vous reprocher de n'avoir pas répondu. Mais généralement, comme son objectif, c'est d'avoir vos déclarations sur les faits pour lesquels il vous avait envoyé les documents, il va s'appesantir là-dessus. Mais comme vous avez parlé ici de celui qui a préféré, la loi ne l'empêche pas de rencontrer qui il veut rencontrer, parce qu'il n'est pas en détention. Mais il doit répondre. Non, même avant d'aller, si on lui a donné 2 jours, il reçoit par exemple les documents
un lundi, on lui demande de se présenter un mercredi. Il peut aller le lundi soir ou le mardi, voir qui il veut. C'est son droit. Il peut aller voir le cardinal, le chef de l'État, tel ou tel. Ce sont ses relations. Voilà. Mais en faire une procédure, non, non, là, ça ne marche pas. Parlons de la fameuse lettre qui circule sur la toile. Kalev Moutonde est recherché. Toute personne qui va le rencontrer a l'obligation de l'empêcher et de l'amener devant le juge. Bon, je dois dire ici que je n'ai pas lu ce document-là. Vous avez parlé d'un avis de recherche. C'est vrai, c'est dans le pouvoir du magistrat de parquet. Lorsqu'il n'a plus de détails sur l'adresse de la personne qui le recherche, il lance ces documents-là. Dans ce document-là, il dit qu'il n'a plus d'adresse fixe connue à Kinshasa. Tout à fait. Oui, oui. Ça arrive souvent pour des cas pareils, où vous avez affaire à quelqu'un qui se dit malin, il veut se soustraire. Alors c'est un document adressé d'abord aux autorités politico-administratives et aussi aux autorités judiciaires. Donc aux OPJ, aux APJ, et toute personne qui va appréhender cette personne doit savoir qu'elle a le devoir de l'amener à un endroit précis qui est le cabinet du magistrat qui a signé les documents. Ça, c'est une démarche normale, mais ça donne un peu mal parce que c'est un document lancé à l'encontre de quelqu'un qui a assumé des fonctions importantes. Des fonctions importantes qui a même écrit, comme vous avez dit, il a écrit pour dire que lui, il ira seulement devant telle autorité. Mais c'est ce que nous voulons savoir. Les fonctions importantes, est-ce que la loi lui accorde des privilèges? Parce qu'on parle aussi des privilèges des juridictions. Est-ce qu'il a ce privilège-là pour se prévaloir de ses droits où il dit qu'il ne peut que se présenter devant le président de la République? Non, qu'on ne fasse pas de confusion. Oui. Les privilèges existent effectivement. Les privilèges existent. Ils sont liés aux fonctions à partir d'un certain grade. Je sais que dans l'administration publique, une personne revêtue du grade de directeur, il est justiciable devant la cour d'appel. Kalev a cessé d'être directeur. Mais je sais que l'organe qu'il a invité, c'est le parquet général. Donc, qu'il fasse recours à son grade, que, à mon sens, il ne porte plus, parce qu'il aurait quitté. Il serait dans un parti politique maintenant. Mais c'est le magistrat qui a lancé le document, qui sait les faits pour lesquels il l'appelle. Parce que s'il l'appelle pour les faits qu'il aurait commis lorsqu'il était encore dans cette institution-là, mais ce magistrat, puisqu'il est du parquet général, il est compétent. Il est compétent. Mais nous parlons maintenant de la lettre qu'il adresse au procureur, demandant à ce que le procureur puisse se déporter de cette question, étant donné que sa façon d'agir ou son action ne respecte pas lui-même mal à l'aise de venir comparaître. Donc, est-ce que le magistrat va se déporter ou bien le procureur général va s'en saisir pour chercher un autre magistrat qui va gérer ce dossier? Bon, là, vous parlez de la procédure de récusation. C'est un mécanisme prévu par la loi et qui existe. C'est un droit que la loi reconnaît aux justiciables de se sentir à l'aise. Parce que aussi longtemps qu'on ne vous a pas condamné, quelqu'un n'est pas condamné, il est présumé innocent. Voilà. J'ai parlé avant de l'article 71. Cet article cite, sans les épuiser tous, des cas dans lesquels un magistrat peut être récusé. Mais à côté du mot récusation, on oppose aussi souvent le mot déport. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que le magistrat soit récusé. Le magistrat peut se déporter lui-même. Voilà. Le magistrat de la famille, le magistrat des amis, le magistrat a un certain comportement. C'est pourquoi il y a des circulaires qui demandent aux magistrats d'être beaucoup plus réservés dans leur vie
des citoyens. Hein. C'est pour éviter effectivement de rencontrer des cas où les justiciables se sentiraient mal à l'aise parce qu'il y a tel ou tel cas. Un magistrat qui se rend compte que la personne qui vient comparaître est son voisin, n'est-ce pas? Oui. Ou que c'est son beau-frère. La meilleure manière serait simplement qu'il se déporte. Voilà. Parce que si les enquêtes révèlent que ce monsieur-là est poursuivable, le magistrat a des preuves que c'est un monsieur qu'il faut inquiéter, le magistrat se sentirait mal à l'aise. Alors, c'est pourquoi tout au début, la loi veut que tout au début, le magistrat qui se rend compte qu'il a des relations, soit de parenté jusqu'au 3e degré, avec une personne comparée, qu'il se déporte, ou que la personne qui comparait a des relations avec son épouse. La loi cite 7 ou 8 cas, comme ça, qui se suivent, ou simplement qu'il a des intérêts dans l'objet qui est en litige. Par exemple, une maison qu'on se dispute, lui aussi, il avait, ou son épouse, il se déporte. Mais s'il ne se déporte pas, on arrive à ce... Les cas de déport arrivent souvent quand le magistrat se rend compte lui-même. Parce que c'est un citoyen. Il peut se rendre compte que non, mais c'est lui qui est venu comparaître. C'est par exemple le grand frère à mon épouse. Il peut dire à son chef, si c'est un magistrat du parquet, il dit à son chef que non, voilà, je propose que ce dossier, vous le confiez à quelqu'un d'autre. Si c'est un magistrat de siège, il va demander, si c'est pendant quand on a ouvert l'audience, les personnes comparaissent, s'il se rend compte que telle ou telle personne a des parentés avec lui, il peut demander aux autres à la composition de suspendre. Et ça, c'est les déports, c'est que la loi conseille, même les instructions. Mais si on arrive à la récusation, là, c'est une dénonciation. Donc, contre le magistrat, on formule certains griefs. Voilà. À ce moment-là, la procédure est un peu différente. C'est-à-dire qu'il faut écrire. Soit, si vous ne voulez pas écrire, vous déclarez au greffe que tel magistrat, je ne veux pas qu'il connaisse de cette affaire, vous donnez les motifs. Alors, puisque vous dénoncez, le magistrat doit répondre. Parce que vous pouvez dénoncer des choses pour l'humilier. Voilà. Il répond. Maintenant, c'est le responsable du tribunal ou de l'office qui va apprécier. Il peut ouvrir une instance qu'on appelle en fait une composition de 3 magistrats qui vont étudier la dénonciation, analyser la réponse du magistrat et donner la suite. Si on trouve que c'est une dénonciation de complaisance, le magistrat reste dans l'affaire, dans la composition. Donc ce que Kalev fait, pour moi, c'est simplement de la complaisance. Il pouvait très bien aller dire à ce magistrat que voilà, moi, je ne comparais pas. Mais, comme c'est un parquet où il y a beaucoup de magistrats, ce magistrat-là peut aussi se déporter de lui-même. Il dit, bon, il formule des greffes qui ne sont pas fondées, mais pour qu'il soit à l'aise, montrer qu'il veut distraire la justice, moi je me déporte, qu'il vienne comparaître. Parce que affirmer que ce magistrat-là serait de tel côté, voilà, ce côté-là, c'est trop vague. Et c'est même porter atteinte à la dignité d'un citoyen, ce n'est pas correct. Merci, Maître Mukendi. Monsieur Jean Mukendi, je comprenais que vous êtes tellement pertinente que je vous appelle déjà Maître. Merci beaucoup. Prenons l'autre son de cloche, où on a parlé que M. Kalev dit il agissait dans sa compétence. Est-ce qu'il faut frapper quand vous êtes chef de l'ANER? Est-ce qu'il faut arrêter arbitrairement? Est-ce qu'il y a des principes de l'ANER qui poussent ces gens-là à agir? Parce qu'il dit que c'était dans ses prérogatives d'arrêter n'importe comment, de taper, de faire tout ce qu'il pouvait faire, étant donné qu'il avait besoin d'une certaine vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ANER, d'abord, c'est un service de la République. Il n'échappe pas à la Constitution. La Constitution pose
le principe que nul ne peut être soumis à un traitement dégradant. Donc, soumettre quelqu'un à ce traitement que la Constitution refuse, c'est commettre une infraction. C'est déjà aller au Voilà. Mais ce que M. Kalev doit savoir, c'est seulement qu'il a le loisir d'aller vers le magistrat, de savoir ce qu'on lui reproche. Parce que je ne pense pas que ce soit dans le mandat de comparution qu'on lui a révélé tous les faits. Hein? Tout citoyen qui se respecte va d'abord, parce que la loi dit, toute personne interpellée doit être, dès que l'audition commence, être informé de ce qu'on lui reproche. C'est ça le premier devoir que le magistrat va faire. Je vous ai fait venir ici pour tel élément. Il a le droit de répondre. À ce moment-là, s'il trouve que c'est des faits commis lorsqu'il était au service, mais est-ce que c'est lui en tant qu'individu? Même si ce n'est pas lui en tant qu'individu, il y a ce qu'on appelle l'auteur moral. Voilà. Est-ce qu'il était au courant? Mais prendre le devant, dire que voilà, je ne veux pas répondre, non, la Constitution ne dit pas ça. Merci, M. Jean Mukendi. Nous recevons pour vous, M. Jean Mukendi, aujourd'hui sur ce plateau de Yokason TV, à travers cette émission, Les juristes en parlent. Les juristes à parler, nous avons été tous édifiés que c'est une demande de complaisance et que aller arrêter arbitrairement, c'est aller déjà au-delà de la Constitution. Nous et vous, nous sommes édifiés. Merci, M. Jean Mukendi, pour Merci, monsieur le journaliste. votre présence dans notre émission. Et nous sommes vraiment contents et très édifiés. Nous pensons que prochainement, nous vous aurons encore, parce que tellement que vous êtes édifiants, pour édifier encore notre population à travers différentes questions. Merci beaucoup, merci. Je reviendrai si vous m'appelez. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Les juristes en parlent. On se voit à la prochaine, chaque vendredi à 21h30 et lundi pour la rediffusion. On se voit. Bye bye et à la prochaine.